Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est François Langlais. Bonjour. Bonjour David. Comment allez-vous? Bien, et vous? Bien, merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Bon, qu'est-ce que ça vous inspire? Juste avant, on était avec Raphaël Legendre de l'Opinion, on parlait de ce méga plan de soutien américain, 2000 milliards de dollars, du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. On a des marchés financiers qui cherchent à rebondir. On a vu hier la plus forte hausse, puisque les marchés anticipaient le vote au Congrès de ce méga plan. On a des banques centrales aussi qui ont réagi à une vitesse et avec des moyens fulgurants qu'on n'avait jamais vus par le passé. Est-ce qu'on peut dire que tout a été fait, plus ou moins, on va dire d'un point de vue en tout cas économique, pour limiter les effets récessifs de cette crise sanitaire et calmer aussi indirectement les marchés? Écoutez, difficile d'en faire plus, hein. Moi, ça m'inspire de remarques. D'abord, c'est vrai que le nombre de zéros est impressionnant, hein. On n'a jamais vu une telle mobilisation aussi rapide, parce que tout ça s'est fait en quelques jours. J'avais fait un calcul de coin de table, en additionnant un peu des choux et des carottes, parce que c'était à la fois les mesures de soutien à l'économie et les mesures de garantie offertes aux entreprises, ainsi que la perte des recettes fiscales. On arrivait, pour les plus grandes économies du monde, à 6 000 milliards d'euros. Donc c'est effectivement beaucoup, ça fait le PIB de la France et de l'Allemagne réunis. Pour autant, c'est évident que c'était indispensable, ça a probablement un effet, mais le déterminant principal de cette crise, il n'est pas économique, pas encore du moins, il est possible qu'il le devienne aussi, économique et financier, mais pour l'instant il est sanitaire. C'est-à-dire que ce qui nous inhibe dans nos comportements économiques ordinaires, de consommateurs, d'investisseurs, disons de producteurs, c'est la peur d'être contaminé. Or, cette peur, elle n'est pas traitable, si je puis dire, par les instruments macroéconomiques classiques. Elle le sera le jour où on aura trouvé un traitement, si c'est le cas, ou bien le jour où les mesures de confinement... Donc tout ça arrive trop tôt? Donc tout ça arrive trop tôt? Non, faut pas dire ça comme ça. Non, parce que parallèlement, si vous voulez, ce qu'il faut éviter, c'est le risque de surinfection financière. On est un peu dans une situation inverse de celle de 2008, parce que en 2008, c'est le krach financier qui crée la crise économique. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est la crise économique liée à la crise sanitaire qui fait peser un risque d'embolie financière. Donc, embolie financière qui, en retour, aura un impact aussi sur l'économie. Absolument, absolument. C'est une espèce de boucle, quoi. Donc, c'est important de traiter dès aujourd'hui ce risque de complication et d'essayer de le prévenir. Ouais. Il y a cette phrase qui date d'hier du président américain. On peut détruire un pays en le fermant de cette façon. On ne peut pas lui donner tort. Après, tout dépend où on place le curseur entre le sanitaire et l'économique, évidemment, et les vies passent avant l'économie. Mais il a raison, quand on ferme un pays, même le pays le plus en forme, on l'asphyxie, on le tue. C'est vrai, mais on n'a pas le choix. Et l'impact de cette déclaration, je ne sais pas comment va évoluer l'épidémie aux États-Unis, bien sûr, mais imaginez qu'il y ait des milliers de morts, on lui reprochera ça, hein, parce que l'impact justement de multiples décès, comme ce qu'on voit par exemple en Espagne, dans une mesure un tout petit peu moindre en Italie et un peu moindre en France, il est tel que pour l'opinion publique, et de façon assez compréhensible, c'est la santé d'abord. Il y a en fait un trade-off, quoi, en quelque sorte, hein, une opposition entre la santé et l'économie. En ce moment, compte tenu des moyens que nous avons, on ne peut pas avoir les deux. Donc si on choisit l'un, c'est au détriment de l'autre. Si on laisse le pays fonctionner comme auparavant, on prend le risque que l'épidémie se propage, et à l'inverse, si on prend des mesures de confinement, évidemment, ça a un impact économique considérable. Considérable. La BCE a fait son calcul, qui date maintenant depuis plusieurs jours, hein, c'est qu'un mois de confinement en Europe, c'est 2,5 points de croissance en moins. Donc on se dit que la récession qui nous attend va dépasser celle de 2008. D'ailleurs, Bruno Le Maire dit pas autre chose en disant que cette crise économique est comparable à celle de 1929. Il a tort ou pas de dire ça ? Non, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. J'ai regardé justement les statistiques sur longue période depuis les guerres napoléoniennes, hein, donc sur 200 ans. Les épisodes de récession, il y en a un en 1848, au moment du printemps des peuples. Il y en a un dans la grande déflation des années 70. Mais le plus important depuis 2 siècles, jusqu'ici, c'était les années 30. Et je reviens sur le calcul que vous donnez de la Banque Centrale Européenne. Honnêtement, l'hypothèse d'une récession de 2,5 aujourd'hui ne me paraît pas très solide. Non, ils ont dit 2,5, ils ont dit 2,5 de points de croissance en moins par mois de confinement.
Oui, alors par mois de confinement peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il me semble, au vu des derniers chiffres qui sont tombés hier, hein, vous les avez vus comme moi, les indices market qui s'effondrent, le fait que l'industrie française ne fonctionne qu'à 25% de ses capacités, il me semble qu'on est parti pour une récession à 2 chiffres. Alors je ne sais pas très bien sur quelle durée, parce que là encore, le déterminant, il n'est pas économique, quand bien même il le serait, d'ailleurs ça serait difficile à pronostiquer, mais il est sanitaire bien sûr. Donc si vous voulez, on dit croissance faible, etc. C'est pas la bonne expression parce que en réalité, la bonne mesure, si vous voulez, quand l'activité zéro, c'est pas une croissance zéro, c'est une croissance à moins 100. Hein. Donc quand on arrête un magasin ou une usine, elle n'est pas à zéro, elle est à moins 100 par rapport au mois dernier ou par rapport à l'année d'avant. Donc il faut bien avoir ça en tête pour se représenter qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais si on extrapolait les chiffres du mois dernier à ne serait-ce qu'un semestre, on aurait un chiffre beaucoup plus préoccupant que l'estimation de la BCE. Ouais. Encore une fois, à quoi on peut se raccrocher, François? On se dit que la Chine, l'économie chinoise qui semble… On a eu cette réponse, pardon, on a eu cette réponse en termes de plan de relance, de soutien monétaire, d'accord. Mais quand on regarde encore une fois les Chinois qui sont un petit peu en avance sur nous, même si le traitement sanitaire était un petit peu différent, ils tourneraient aux 3/4 aujourd'hui de leur rythme habituel. Ça semble repartir. Vous y croyez, vous? Écoutez, je me disais il y a quelques jours, effectivement, la chute est très brutale. De ce point de vue, elle est sans précédent. Hein. Même par rapport à 1929, on n'a jamais vu une économie tomber aussi vite, parce que c'est dans la tête des consommateurs et de tous les acteurs de l'économie. Et je me disais, si ça tombe vite, ça peut repartir vite. Oui, sauf que justement, en Chine, on voit bien, ce matin encore, le pays annonçait 47 nouveaux cas et 4 décès. Bon, les mesures de confinement sont partiellement levées, elles devraient l'être intégralement début avril, mais ça ne dissuadera pas les consommateurs d'avoir peur, parce que l'épidémie n'est pas complètement maîtrisée, que vous avez un risque de deuxième vague, que vous avez des contaminations internationales. Donc, je regardais les chiffres tout récents de la Chine, encore un restaurant sur 2 est fermé aujourd'hui, et l'activité se situe à peu près à 20% en dessous de son étiage habituel. Donc, on est encore aujourd'hui en Chine, quand on observe la toute dernière période, sur une récession de -20 par rapport à l'année d'avant. Donc je crains bien que la reprise ne soit plus difficile qu'on ne l'imagine, plus laborieuse, parce que, à supposer que la crainte sanitaire n'est pas complètement disparue, comme malheureusement on peut le craindre pour les semaines qui viennent. Oui, parce que c'est vrai que vous avez raison, il y a cette interrogation autour du rythme de la reprise post-confinement. Peut-être on a tort d'en parler dès maintenant, mais bon, il y aura quand même une espèce de sortie de crise dans les semaines ou dans les mois. Et c'est vrai que on a encore une fois Bruno Le Maire, hier, ministre de l'économie, qui nous dit, qui est très sombre, qui nous dit, au-delà du fait que la crise est comme en 29, en gros, qu'il ne croit pas à un rebond rapide de la croissance française. Les propos de Ángel Gurría, le secrétaire général de l'OCDE, vont à peu près dans le même sens. J'ai envie de dire, autant je comprends que remettre une usine à flot soit compliqué ça prenne du temps pour des questions d'approvisionnement, etc., parce que tout est imbriqué. Mais pour des services, vous rouvrez un restaurant, si les gens y vont, l'activité repart, si les gens y vont. C'est vrai, cela dit, n'oubliez pas que les services, par définition, sont produits dans des endroits où il y a beaucoup de monde, les villes, c'est-à-dire où les risques de contamination sont plus élevés. Et où, justement, l'aspect psychologique de cette crise peut jouer beaucoup plus que si vous êtes au fin fond de la Corrèze. Quand vous ouvrez un restaurant, je veux dire, vous êtes en contact avec le public, donc le public lui-même est dans un lieu confiné avec une centaine de personnes. Donc, j'allais dire, plus la part des services est importante, plus on peut craindre que justement la reprise soit plus difficile. Toute la question, c'est est-ce que c'est un V ou un U avec un long fond, quoi. Hein. Mais je crains bien que le diagnostic de Bruno Le Maire ne soit bon, au moins pour aujourd'hui. Il faut dire ça avec prudence, parce que il y a des équipes dans le monde entier qui cherchent des traitements. Une vraie bonne nouvelle changerait l'équation, mais aujourd'hui, on n'en est pas là, malheureusement. Et donc on est dans le brouillard. Oui, on est dans le brouillard on peut maintenir un certain nombre d'activités avec le travail à distance. D'ailleurs, à moyen terme, je pense que
si vous voulez, toutes les entreprises sont en ce moment obligées de faire ce à quoi elles ne veulent jamais réfléchir, ce qu'elles n'ont jamais jamais le temps de faire, c'est-à-dire de faire le tri entre l'important et l'accessoire. Donc c'est certainement un travail qui sera utile pour le futur. Ça donne une réserve de productivité pour l'après-reprise. Mais on n'en est pas là, et aujourd'hui... alors, je suis même pas sûr d'ailleurs que la métaphore de l'économie de guerre soit la bonne, parce que dans une économie de guerre, l'industrie produit à fond, hein. Elle produit pour l'armement, bien sûr. Et on voit bien que disons à la fin des années 30, dans la plupart des pays, et aux États-Unis un peu plus tard, et pendant la guerre, c'est l'industrie de l'armement qui a soutenu l'économie. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Il va y avoir des investissements massifs dans le système de santé dans les années qui viennent. Je pense que ça, c'est certain, c'est souhaitable. C'est l'un des secteurs qu'on a laissé un peu tomber, hein, y compris en France, pour des raisons d'économie budgétaire. Mais il faut du temps pour que tout ça se remette en route. Ouais. Un petit mot juste, François, sur l'arsenal de mesures du gouvernement pour contrer cette grosse récession à deux chiffres qui nous attend en tout cas sur un ou deux trimestres. 300 milliards de prêts garantis avec des banques qui vont commencer à proposer dès aujourd'hui justement des prêts garantis par l'État. C'est 45 milliards d'euros aussi de plan de soutien entre le chômage partiel pris en charge encore une fois par l'État ou d'autres mesures. Tout ça est suffisant quand on se compare encore une fois par rapport aux Allemands. Hier, j'avais... une députée, Olivia Grégoire, qui me disait qu'il faut arrêter de comparer par rapport aux Allemands qui, eux, ont un plan de 800 milliards d'euros. Il est bien dimensionné, le nôtre, entre les garanties et le plan de soutien? Écoutez, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Je pense que de toute façon, le gouvernement n'a pas dit son dernier mot, loin s'en faut. D'abord, il n'a pas pris en compte l'effondrement des recettes fiscales, mais pardon, ça va être quelque chose de spectaculaire, hein. Donc ça, il va falloir aussi le financer. Et deuxièmement, la partie strictement relance n'a pas encore été dévoilée. Là, il s'agit plus du soutien en urgence, gestes barrières, si je puis dire, pour filer la métaphore sanitaire, qui évite la contamination d'une entreprise à l'autre avec ce système de garantie. Et ce système de chômage partiel, ce sont deux bonnes mesures, hein. Alors, est-ce qu'elles sont assez dimensionnées ou pas? Je pense que c'est pas forcément une question importante aujourd'hui, parce que de toute façon, les seuls mots qui portent dans ce domaine, ils ont été répétés à plusieurs reprises lors de la première allocution d'Emmanuel Macron, c'est quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, mais derrière, heureusement qu'il y a des banques centrales qui sont là pour acheter et pour financer tout ça. Et d'ailleurs, on peut se rassurer en se disant qu'effectivement, il y a des tombereaux de milliers de milliards d'euros et de dollars qui vont valser pour à la fois aujourd'hui soutenir les entreprises qui peuvent faire faillite, les salariés pour pas qu'ils perdent en pouvoir d'achat, et il y aura après ce plan de relance en second temps quand le confinement sera terminé. Mais on se rassure en se disant que les banques centrales sont là, heureusement qu'elles sont là en première ligne à la manœuvre et qu'elles vont être là pour financer tout ça, même si on sortira de là affaibli financièrement avec plus de dettes, plus de déficits. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Exactement, si vous voulez créer de l'argent alors que la production s'effondre, hein, c'est en principe contradictoire, puisqu'on doit créer l'argent un peu à la mesure de l'évolution du PIB. Mais donc c'est la pire des méthodes, mais c'est la seule. Donc on n'a pas tellement le choix. Alors effectivement, quand on se projette, encore une fois, il y a beaucoup de points d'interrogation sur la durée de la crise et donc sur son coût final, mais on arrive avec des États qui sont très endettés et des banques centrales avec un transfert massif de cette dette dans les banques centrales, qui elles-mêmes dépendent de l'État. C'est vrai, ce sont des organismes publics, donc tout ça fonctionne un peu en circuit fermé. Évidemment, il n'y a personne pour refinancer les banques centrales, hein, on ne va pas aller sur Mars. Donc un jour ou l'autre, ce système aura une fin. Cette fin, si on se fie à l'histoire, qui n'est pas mauvaise conseillère en général dans cette matière comme dans bien d'autres, on la connaît. C'est une période d'hyperinflation, c'est une période de méfiance vis-à-vis de la monnaie papier, et donc un certain nombre de troubles économiques importants. Mais si vous voulez, entre subir le choc maintenant avec le risque sanitaire considérable que ça fait peser notamment sur les plus de 60 ans, mais pas seulement, et s'en tenir à l'orthodoxie financière en se disant on peut pas prendre ce risque pour dans 5 ans ou dans 10 ans, là la réponse est vite trouvée. Je pense qu'il y a pas à hésiter, et personne n'hésite d'ailleurs. On peut à la fois considérer que
c'est la seule option et que ça n'est pas une option parfaite, loin s'en faut, parce que elle aura des coûts de moyen et long terme, je le redoute. Ouais. À quoi on se raccroche aujourd'hui, pardon, pour être un petit peu positif? Si on peut trouver quelque chose à se mettre sous la dent. Disons, au comportement que nous devons adopter en société, hein. C'est-à-dire il y a des règles à observer, il faut s'y tenir, ça c'est très important. J'espère que bientôt on pourra se raccrocher au fait que on voit l'évolution de la maladie diminuer dans un certain nombre de pays et en particulier en France. On peut se raccrocher aussi au fait que, contrairement à ce qui s'est passé en 2008, les gouvernements et les banques centrales ont pris tout de suite la mesure de la gravité de la situation. Donc on est justement, je ne dis pas que c'est sous contrôle, mais on est face à des dirigeants qui sont extrêmement attentifs. C'est pas pour ça qu'ils feront pas d'erreur, qu'ils n'en fait pas. Mais c'est quand même là, pour le coup, si vous voulez, on peut faire la comparaison avec 1929 et les années 30, mais c'est une vraie différence. À l'époque, tout le monde avait réagi un peu dans son coin, et souvenez-vous des paroles de Herbert Hoover, hein, qui était le président des États-Unis jusqu'en 1932, qui disait tantôt, il faut laisser la purge se poursuivre pour que les parties pourries de l'économie disparaissent et qu'on reparte sainement, ce qui était évidemment une aberration. Tantôt, la reprise est au coin de la rue, alors que les États-Unis étaient dans une spirale dépressive. Ouais, et même en 2008, d'ailleurs, la réponse, c'est les réponses monétaires et budgétaires aussi, a été. Alors pour le coup, on était en mois, là on est en jours. La réponse, elle s'est faite en jours. Hein. On était en mois, David, aux États-Unis, mais en Europe, on a été. Oui, on a mis 4 ans, vous avez raison, on a mis 4 ans en Europe. Et on a mis 4 ans. On a dû attendre août 2012 pour avoir le fameux Whatever It Takes, qui était le coup, quoi qu'il en coûte de l'époque. Hein, et on a dû attendre la deuxième vague, pour le coup, de la crise économique et financière avec la crise de l'euro. Aujourd'hui, vous avez vu la promptitude avec laquelle l'Europe a balancé par-dessus bord les règles budgétaires de Maastricht. Donc ça s'est évalué, vous avez tout à fait raison, en jours. Ouais. Donc ça, c'est quand même des éléments assez rassurants dans ce contexte absolument inédit. Ouais, on finit là-dessus juste, parce qu'on est sur Boursorama, on parlait de 29, la crise de 29 avait, on s'en souvient, et vous le savez mieux que nous, conduit à une baisse de Wall Street, je crois, de 80-90%. La crise des subprimes en 2008, on avait perdu la moitié des cours. Oui. La crise du coronavirus, s'il fallait faire une prévision, on sera quelque part entre les deux. Vous en pensez quoi? C'est difficile. Hein. Vraiment, je ne peux pas vous dire du tout parce que, si vous voulez, en fait, il y a un jeu entre l'économie financière et l'économie réelle. Si on est dans un scénario où il y a une crise financière, je vois que là aujourd'hui même les fameux REITs, vous savez les Real Estate Investment Trust américains, qui sont l'équivalent des subprimes, hein, sont en difficulté financière très profonde et n'arrivent pas à faire face aux appels de fonds qui leur sont demandés par leurs prêteurs. Si on est dans ce scénario-là, on est plutôt sur 29, hein, c'est-à-dire avec une chute très forte et assez durable. Il a fallu attendre après la guerre, hein, bien sûr, pour que les cours retrouvent en valeur réelle au niveau de 1929. Et c'est vrai qu'on partait d'un point qui, en 29 comme aujourd'hui, était considérablement soufflé par des anticipations complètement déraisonnables sur la croissance. Et aussi, à l'époque comme aujourd'hui, par des manipulations financières absurdes du type rachat d'actions, etc., qui ont contribué à faire monter les cours de façon complètement indue. Donc ça, de toute façon, je pense que c'est perdu. Mais alors après, vous pouvez avoir quand même des petits redémarrages, de nouvelles petites bulles, justement. Là, on attendait le stimulus de l'Amérique, de 2000 milliards. Il est là. Donc, on a eu un bond considérable hier. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Jusqu'au moment où l'économie réelle va se rappeler au bon souvenir des investisseurs pour leur dire, les amis, ok, vous allez, vous, avoir votre dose de morphine, mais en bas, sur la Terre, les magasins sont toujours fermés, les usines tournent au ralenti et l'économie n'est pas bonne. Donc cette interaction-là est très difficile à prévoir. Je pense que la saison des tempêtes n'est pas terminée. Même si on se dit que le confinement va durer, allez, on dit 2 mois et qu'après ça repart même lentement, ça mérite que les marchés perdent 80%, et que des actions perdent 80% de leur valeur? Sûrement pas, mais là vous savez ça beaucoup mieux que moi, la réaction elle est toujours excessive et les excès peuvent durer un certain temps, hein, donc l'appréciation du juste prix, elle est rarement mécanique, elle se fait avec essais-erreurs et avec des fluctuations qui sont parfois très fortes, surtout dans des périodes où
exactement comme les autres, les boursiers sont pris par la panique et peuvent justement se laisser entraîner à des mouvements de moutons de panurge comme ils en ont l'habitude. Ouais. Bon, c'est toujours très intéressant de papoter avec vous. Merci beaucoup, François. Merci à vous, à bientôt. Bonne journée, au revoir, bye. Au revoir.